Est-ce que vous avez lu le prix Goncourt 2017 ? Le Goncourt, on en a déjà parlé, c'est le point culminant de la vie littéraire en France chaque année, mais c'est aussi un énorme événement médiatique. Tous les journaux de France, ou presque, toutes les radios, toutes les télés en parlent. Et le jour J, ce sont des dizaines de journalistes qui se massent frénétiquement devant le restaurant Drouan à Paris, où se tient traditionnellement la remise du prix. Et on imagine donc aisément qu'avant d'être une consécration littéraire, le Goncourt, dans les semaines qui précèdent l'annonce du résultat, c'est toute une série de drames, de coups de théâtre. Ce sont des auteurs qui stressent, les éditeurs qui manigancent, les membres du jury qui s'engueulent, les journalistes qui supputent, prédisent, condamnent ou couronnent. Enfin bref, c'est la foire d'empoigne. Et l'année 2017 n'a pas échappé à la règle, car il fallait être bien malin pour prédire qu'à la fin du compte, ce serait l'ordre du jour d'Éric Vuillard qui l'emporterait. D'abord parce que son éditeur, Actes Sud, avait décidé de publier le livre en mai, soit 4 mois avant la rentrée littéraire de septembre, et que ce sont généralement les ouvrages de la rentrée qui sont sélectionnés. Ensuite parce que la directrice d'Actes Sud, Françoise Niesen, avait été nommée quelques mois plus tôt, le 17 mai, au poste de ministre de la Culture par Emmanuel Macron, et que forcément, ça facilitait pas vraiment les choses, même si elle avait bien entendu démissionner de ses fonctions d'éditrice. Et enfin, surtout, parce que jamais auparavant, dans l'histoire centenaire du Goncourt, une œuvre non romanesque n'avait été récompensée. Et l'ordre du jour n'est pas un roman, c'est un récit, un objet littéraire pas très bien identifié, pas dans la tradition française en tout cas. C'est ce que les anglo-saxons appellent de la narrative non-fiction. Et c'est ce que fait Éric Vuillard depuis une vingtaine d'années maintenant avec un talent certain. Lui à qui l'on doit notamment le livre intitulé 14 juillet, dans lequel il revient sur cette fameuse journée qui vit tomber la Bastille et qui, bien qu'écrit en 2016, révèle des points communs extrêmement troublants avec le mouvement des Gilets jaunes. Ou encore son Tristesse de la Terre, dans lequel il déconstruit le mythe américain du cowboy et explique comment Buffalo Bill a inventé avec son Wild West Show l'industrie du spectacle et du divertissement. Et à chaque fois, c'est le même procédé littéraire, à peu de choses près. Vuillard entre par une porte dérobée de la grande histoire et nous en propose une lecture alternative, souvent édifiante, parfois drôle et insolente, toujours richement documentée et surtout merveilleusement bien écrite, parce que Éric Vuillard, avant tout, c'est un style. Écoutez plutôt. Le soleil est un astre froid, son cœur des épines de glace. La lumière sans pardon. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée, comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige. Le matin, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, rien. Puis, une automobile, une autre, et soudain des pas. Des silhouettes qu'on ne peut pas voir. Le régisseur a frappé 3 coups, mais le rideau ne s'est pas levé. Nous sommes un lundi, la ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours, ils prennent le tram, l'autobus, se faufilent vers l'Impériale, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans le grand mensonge décent du travail, avec ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s'écoula ainsi, paisible, normale, et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, entre le marché et la petite cour où l'on pend le linge, puis le soir, entre le bureau et le troquet, et enfin rentrer chez soi, bien loin du travail décent, bien loin de la vie familière, au bord de la Spree, des messieurs sortaient de voiture devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière. Ils descendirent de leurs grosses berlines noires et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. C'était les premières lignes de l'ordre du jour, on l'aura compris, et ces messieurs élégants qui sortent de leurs grosses berlines ne sont autres que les plus grands patrons de l'industrie allemande. Ils représentent Krupp, Siemens, Opel, Bayer, BASF, IG Farben, Agfa, Schneider et j'en passe, et ils se rendent à une réunion inhabituelle à laquelle les a confiés un homme plus puissant qu'eux encore. On est en février 1933,
Cet homme est le président du Reichstag et il s'appelle Hermann Göring. Dans quelques minutes, Adolf Hitler se joindra à eux et leur demandera instamment de financer sa prochaine campagne électorale, en échange de quoi il leur promet d'en finir avec ce régime faible, d'éloigner la menace communiste et de supprimer les syndicats. C'est pas négligeable. Et tout au long de ce court récit de 150 pages, Vuillard nous apprend comment l'industrie allemande a ainsi soutenu l'effort de guerre. Comment, en échange, elle a pu se fournir en ouvriers gratuits, pour ne pas dire en esclaves, dans des camps au fronton desquels, on se souvient, il était inscrit que le travail rend libre. On y apprend aussi que la plupart des victoires politiques des nazis, la plupart de leurs audaces et de leurs coups de poker n'ont pu fonctionner que pour une seule et bonne raison, c'est que les autres gouvernements européens n'avaient pas compris qu'ils n'avaient affaire qu'à une bande de voyous, parce qu'ils n'en connaissaient ni le langage, ni les codes. On y apprend des choses passionnantes également sur les dessous de l'Anschluss, qui ressemble beaucoup plus, sous la plume d'Éric Vuillard, à un vulgaire marchandage qu'à une victoire triomphante. Voilà, c'est ça l'ordre du jour. Les coulisses de la grande histoire, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Le livre L'ordre du jour est disponible dans toutes les bonnes librairies, et depuis octobre dernier, vous pouvez même le lire en danois. Il est publié chez Bobo, la branche édition du Franske Bokcafé, sous le titre Dagsorden. Ouais, je sais, c'est génial.